pendant un siècle, Carpentras est une ville agroalimentaire. Et tout va tourner autour des productions agricoles. Alors, soit en produits frais, les marchés, soit en produits transformés. Grâce aux productions agricoles, il y avait du travail pour tout le monde, et ce toute l'année. Les gens venaient à la fois des villages aux alentours, mais venaient aussi de villages un peu plus loin aussi, selon les productions. Donc on va aller à quelque part jusque dans le début de la Drôme, par exemple. C'est-à-dire que c'est pas simplement Carpentras au sens strict. C'est-à-dire que Carpentras est un pôle d'attraction extrêmement important. Il y avait finalement une économie qui tournait en autarcie autour de Carpentras dans le comtat. C'est une petite ville, mais c'est une petite ville qui va avoir ce rôle attractif. Et ce rôle attractif, il est lié au marché. Et c'est l'eau qui est à l'origine de tout ça, hein, parce que ça a permis l'irrigation. Et puis il fait chaud. Voilà. Oui, et puis ça a permis surtout l'irrigation. Bon, alors le développement de tout ce qui est l'exportation de ces primeurs est venu quasiment après la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que au moment de cette Première Guerre mondiale, les Américains avaient trouvé un système de transport. Ils avaient trouvé tout simplement le transport par wagon frigorifique. On mettait de la glace dans des wagons et ça permettait d'acheminer dans de bonnes conditions les fruits qui étaient fragiles, notamment la fraise. À partir de ce moment-là, il y a eu un développement considérable de ce type de primeur. Et dans les années 20, ça a commencé à être l'explosion du marché de Carpentras, hein, puisque ce marché qui se trouvait là, concentré autour de l'hôtel de ville, est allé dans un espace beaucoup plus vaste, c'est-à-dire les allées Jean Jaurès, qu'on disait et qu'on dit encore, les platanes. Et là, le marché était bien institué, il y avait des places bien réservées, payantes. Il y avait toute une organisation, c'est-à-dire qu'il y avait un coup de sifflet, on hissait le drapeau tricolore pour l'ouverture du marché. Voilà. Et là, les premiers expéditeurs, puis les groupeurs, venaient faire leurs achats. Et tout ça a été ensuite transporté dans des hangars où il y avait des personnes, surtout une main-d'œuvre féminine, qui emballait tout ça, emportait ça à la gare et ça partait dans les quatre coins de France et aux quatre coins de l'Europe plus tard. C'est en 1963 que la propriété d'Urbesson avec cet entre guillemets château, tout ça a été acheté par la ville, sous la municipalité Jacotet, pour créer un marché-gare. Un marché-gare, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, le développement du chemin de fer et notamment l'arrivée du Provence Express. Donc ce marché-gare allie à la fois le transport routier et le transport ferroviaire, puisqu'il y avait là des embranchements ferrés, on en voit peut-être encore quelques-uns qui existent, qui desservaient tous ces expéditeurs qui étaient regroupés quasiment au même endroit. Il y en a d'autres qui étaient ailleurs, qui transportaient en gare ou qui avaient même des embranchements particuliers. Mais là, ça a été une transformation. Ce marché-gare, avant, jusque dans ces années 60, on pouvait aller acheter soi-même là-bas, aux platanes, eh bien, des produits. On pouvait, là, c'était plus possible. Les épiciers, voilà. Les épiciers de Carpentras, allaient, ma grand-mère, voilà. allait tous les 2 jours faire son marché pour son épicerie. Le matin à 5 heures. À 5 heures. Voilà, à 5 heures. Voilà. Après, ça n'a plus été possible. Alors là, il y a eu toute une institution, c'était payant, il y avait des cartes, il y avait, voilà. Il y avait une foule d'expéditeurs, des petits expéditeurs. Ils gagnaient leur vie comme ça, ils achetaient quelques voyages, ils les revendaient, voilà, ça marchait. Ça suffisait pour eux. Il y en avait, je ne sais pas combien. Ils n'ont pas tous fait fortune, hein, ces gens-là. Oh, non, il y en a que oui, il y en a que non. Ouais, oh. Puis il en venait des Bouches-du-Rhône et du Gard, des fois aussi, chercher de la marchandise. Oui. Ouais. On a des cartes postales qui montrent des banastes, c'est-à-dire des sortes de caisses, on va dire, où dedans les produits sont en vrac. Aujourd'hui, ça n'existe plus, puisqu'aujourd'hui, les produits sont conditionnés quasiment sur l'exploitation agricole. Ces banastes de tomates, ces banastes de melons, allaient être reconditionnés. D'où les maisons d'expédition qui vont prendre de l'importance. Il va y en avoir 30, 40, 50 même à Carpentras, parfois des toutes petites et puis des très grosses. C'était des grossistes, des grossistes de Lyon, de Chamonix, enfin de toute la France qui venaient se ravitaillaient. Mais je vous garantis qu'il fallait voir ce qu'il y avait. Et puis tous les jours, vous en aviez de différents. Alors c'était... Et puis eux achetaient vraiment les fruits mûrs. Moi je me rappelle...
Il y en avait un qui venait à côté de Briançon. Là. Ah, je les veux mûrs, et devait tes abricots, je les veux mûrs. Et je me rappelle. Oui, nous on ramassait mûrs, parce qu'on a toujours ramassé des abricots. On a gaspillé, mais on a ramassé très mûrs, justement. Contrairement à ce qu'on pense, l'expéditeur avait un grand poids, un grand pouvoir, on va dire. Pourquoi ? L'agriculteur arrivait avec sa marchandise. Il y avait très peu de frigos chez les agriculteurs, il ne faut pas l'oublier. Il arrivait avec sa marchandise et impérativement, à la fin du marché, il fallait qu'il ait vendu. Sinon, il ramenait la marchandise chez lui. Et 9 fois sur 10, il fallait la jeter. Et donc, certains expéditeurs, certains jours, ce qui était un peu futé, ils n'achetaient pas. On va dire qu'il y avait une entente, mais bon, voilà, ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça. Mais enfin, disons qu'ils n'achetaient pas trop. Ils ne se précipitaient pas. Et comme le marché était faible, entre guillemets, puisqu'ils n'achetaient pas, les prix obligatoirement baissent. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, ils faisaient un premier tour, et au deuxième tour, les prix avaient baissé. Et c'est comme ça qu'ils achetaient. Et donc on est dans un rapport qui était soi-disant d'égal à égal entre le vendeur et l'acheteur, mais on sait très bien que l'acheteur avait un certain poids, puisque s'il n'achetait pas, le paysan, il ramenait la marchandise. Sur le marché, je ne sais pas si on vous l'a raconté, mais il y a deux sortes d'acheteurs. Il y a les premiers acheteurs, ceux-là qui achètent au prix qu'ils veulent, parce qu'ils veulent de la marchandise et ils payent. Et ensuite, vous avez la deuxième vague. Alors eux, c'est ce qu'on appelle les repasseurs. Alors eux, ils vous en offrent le moins possible. Et ils sont là, ils vous raquettent, quoi. Alors ceux-là, on les connaît, vous les connaissez là, quand vous allez au marché, vous connaissez tous les noms et tous ceux qui font ça. Et donc, ils passaient à la fin. Alors si vous voulez leur vendre, vous leur vendez. Mais bon, voilà, il faut baisser les pantalons. Il y avait des jeux entre ces deux acteurs du marché, qui étaient l'expéditeur et qui était l'agriculteur. D'abord, on savait l'expéditeur savait qui étaient les bons agriculteurs. Quand je dis les bons, c'est-à-dire ceux qui travaillaient bien, qui étaient sérieux, qui présentaient une belle marchandise, qui coiffaient pas, parce qu'il y avait quelque chose qui était assez drôle, c'est que par exemple, ces fameuses banastes, il y a certains agriculteurs qui coiffaient. Dessus, ils mettaient les beaux produits, puis au fond, ils mettaient les pas beaux. Ouais, bon. Tout ça, ça se savait sur le marché. Oui. Et puis après, il y avait un jeu qui était dans la négociation du prix. Il y avait une grande confidentialité. L'expéditeur, quand il se mettait d'accord avec l'agriculteur, il passait le petit papier, et puis le voisin, le gars qui était à côté, ne savait pas, l'agriculteur qui était à côté de l'autre, ne savait pas. Il y avait certainement peut-être un goût, en tout cas une pratique de la spéculation chez les agriculteurs. Ce qui, à mon avis, en fait quelque chose d'unique en France. Parce que on connaissait à Carpentras, et comme on connaît maintenant les cours de la bourse, on savait combien le melon se vendait aux halles de Paris. Parce que d'abord, les expéditeurs avaient des correspondants à Paris, ils avaient le téléphone, ils se parlaient entre eux. Vendre un chargement de melon, ça avait quand même un côté aléatoire. La cote, si j'ose dire, du melon, le prix du melon à Paris, pouvait être multiplié par 4 d'un jour à l'autre, peut-être même d'un facteur même plus fort. Donc, la récolte, par exemple, on avait intérêt à attendre un jour ou deux pour la vendre plus cher, les mêmes melons. Donc, ça introduisait l'aléa, ça introduisait aussi le goût de la spéculation, le goût du jeu chez des paysans, ce qui, quand même, est pas ordinaire. Il y avait des rumeurs sur les prix, en disant, oh, j'ai bien vendu, moi j'ai vendu à tel prix. Et un jour, un jeune, son père l'avait envoyé au marché, un jeune agriculteur, son père l'envoie au marché, et il vend au prix du marché. Et quand il rentre à la maison, il dit à son père, voilà, j'ai vendu à ce prix-là. Et son père, furieux, mais furieux, le traitant de tous les noms, on était à l'époque quand même dans les pères avaient un rôle important, furieux en disant mais non, le voisin, lui, il a vendu tel prix et tout est fait avoir, enfin, etc. Il y a eu une discussion qui est allée très loin, ils se sont fâchés, le père et le fils. Et le fils disant mais non, moi j'ai vendu au prix du marché, etc. Et ça a duré plusieurs
un certain temps, puisque le père et le fils sont restés fâchés. Il a fallu qu'un jour le fils aille voir son voisin en disant « Mais qu'est-ce que tu as raconté à mon père ?» Et le gars lui a dit « Oh bah tu sais, pour me faire un peu briller, j'ai menti. » En fait, il y avait entre les agriculteurs eux-mêmes, on cachait, parce que c'est un jeu de rôle d'hommes aussi. Le marché, c'est un lieu d'hommes. Et en fait, dire j'ai bien vendu, c'était une manière de s'affirmer en tant qu'homme, quoi. Et le petit jeune, lui, qui était honnête, qui a dit moi j'ai vendu à tel prix, eh ben il n'a pas joué le jeu, il n'a pas triché, entre guillemets, il n'a pas dit qu'il avait mieux vendu que etc. Il a dit j'ai vendu, il a montré le papier à son père, et il a été honnête. Et en fait son voisin avait fait pareil que lui. Mais le voisin, lui qui était un vrai homme, il n'a pas dit. Et donc on était dans ce jeu-là aussi. C'est plus compliqué le marché que ce que ça en a l'air, quoi. Les liens sur le marché, il n'y a pas que des amitiés sur les marchés entre agriculteurs, il y a aussi des haines, mais qui sont liées des fois à une histoire des balles. On oublie quelque chose qui est un élément important, c'est qu'il y a des communes qui ne se supportent pas entre elles. Pourquoi ? Parce que les garçons disent on nous pique nos filles. J'invente rien, c'est des choses qui étaient tout à fait courantes à l'époque. C'est-à-dire qu'on se battait dans les balles. On croit qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'on se bat. Pas du tout. On se battait dans les balles parce qu'il y avait des histoires des uns des autres, etc. Et donc tout ça, ça va se retrouver après aussi sur le marché, où on va être en concurrence aussi. Les agriculteurs sont en concurrence. Ils peuvent être liés, mais ils sont en concurrence. Donc tout ça, ça crée une sociabilité ouverte. Moi, je l'appelais sociabilité ouverte en son temps, par rapport à la sociabilité fermée des cercles ou autres lieux, des bistrots. Mais la sociabilité ouverte, ça va être ces places et ces marchés, etc. etc. Oh, mais il y avait une ambiance qui n'est plus maintenant, il n'y a plus ce côté, parce que tout le monde racontait la sienne, il y avait des disputes, il y avait des arrangements, c'était... Maintenant, Non. il y a moins de chaleur humaine, il y a moins de... Non, d'ailleurs, ça ne se fait pas de la même façon, ouais, c'est ça. Ouais. En somme, ce marché avait lieu avant que la ville commence à se réveiller. D'abord, c'est vrai il était tôt le matin. Et l'impression que j'ai, c'est que c'était un monde à part, contrairement au marché forain. C'est que c'était un monde à part, que c'était les paysans qui étaient concernés. Moi, je les voyais, mais les autres carpentraciens auraient pu ne même pas savoir que ça existait. Peut-être je suis dans l'erreur la plus complète là, mais j'ai pas l'impression que ce marché-là, sur la vie de Carpentras, qui ait eu beaucoup de différences avec le fait qu'il ait déménagé, par exemple, quand il est allé au marché gras. Je ne crois pas que ça a bouleversé le fonctionnement de la ville, certainement pas même. Le développement a été à son apogée dans les années 60, puisque dans cette même époque, le chemin de fer avait créé des trains directs. Un s'appelait Flèche des Halles, et puis ensuite, après, à partir de 1961, il y en a eu un, ça a été le Provence Express, qui permettait d'acheminer directement au départ de la gare de Carpentras, c'était 13h30 le départ, et ce train arrivait à 22h30 à Paris, avec tous les produits frais qui allaient aux Halles. Dans le même temps, qu'est-ce qui se passe au niveau des années 60 face à cette explosion de transport? La route qui était quand même en retard par rapport au chemin de fer, puisque déjà l'électrification est quasiment faite entre Paris et Marseille. On voit poindre déjà les autoroutes, et notamment l'autoroute A7. Déjà, même avec la Nationale 7, il y avait des camions, mais de petite taille, de petit tonnage. Et là, on a commencé à voir des camions beaucoup plus importants, avec de la température dirigée, ce qui n'était plus le wagon frigorifique, mais là, une température dirigée bien adaptée aux produits. Et il y a une concurrence entre le transport ferroviaire et le transport routier, et on assiste maintenant à ce type de transport qui est fait uniquement par la route. Ces grands marchés, comme on avait dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse, et à Carpentras en particulier, et Cavaillon aussi, ces marchés, ce sont quelques gros producteurs, quelques grosses entreprises agricoles qui tiennent le monopole, et puis ça s'est arrêté là. Voilà, c'est tout. Parce qu'avant tout, c'est la rentabilité. Et on n'a peut-être pas pu, ou on n'a pas su s'adapter, et on n'a pas compris que l'Europe, il y avait une ouverture qui allait se produire, et qu'on n'allait plus rester dans notre petit coin. Voilà un petit peu la raison de la baisse de ce marché, qui n'a plus, finalement, qui a perdu son âme.
hein, ce marché de Carpentras, il a perdu son âme parce que tout le monde se connaissait, parce qu'il y avait une production de qualité. On s'est forcé justement à ce que cette production perdure au niveau de sa qualité. Et il y avait un échange, surtout entre la ville et le milieu rural. Et ça, c'était important. C'était important dans tous les domaines. Et là, on a cloisonné petit à petit. Est-ce qu'on y a gagné, est-ce qu'on y a perdu? Moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'on a perdu un contact, et ça, c'est clair. Voilà. Alors, maintenant, qu'en sera-t-il des primeurs sur notre région? Moi, je pense que ça va se cantonner à une production locale de qualité, c'est vrai, et on va peut-être y gagner. Voilà. En fait, moi, pourquoi j'ai délaissé le marché de Carpentras, c'est qu'au début, quand j'ai commencé le marché de Carpentras, on met des expéditeurs à Carpentras, il y en avait dans tous les coins de rue. Hein. Bon, il devait y avoir, quand moi, nous on disait, il lâche les fauves, dès que ça sonnait pour acheter, mais il devait y avoir, je ne sais pas, 100 personnes qui partaient d'un coup pour acheter. Donc ça faisait quand même, vous aviez forcément des... Et puis à la fin, tous les tout petits expéditeurs qui avaient un petit peu de partout dans Carpentras, là, ils ont tous disparu. Et il ne restait plus que des gros trusts. Marché-Gare, il y en avait 2 ou 3. Enfin, et donc après, au lieu d'avoir 100 personnes qui achetaient, il y en avait peut-être plus que 30 ou 20. Alors forcément, c'était beaucoup plus difficile. Cavaillon et Château-Renard, c'était le marché international, on peut dire. Et c'est là où je me suis dit... Ils se sont retrouvés là-bas, les acheteurs. Oui, après, ben, nous sommes partis, nous sommes allés un peu plus loin. Finalement, produire des tomates à Carpentras, en Hollande, au Maroc ou en Espagne, c'est la même tomate. Je veux dire, cette normalisation européenne a tué effectivement le marché, pour revenir au thème du marché. Tue le marché. Pourquoi? Parce que le marché, c'était aussi des relations entre un expéditeur et un agriculteur. Ce qui a fait ça aussi, c'est qu'on vendait à l'époque, moi j'allais au marché à Carpentras, Cavaillon, Château-Renard, c'est qu'on vendait à ce qu'on appelle à des camionneurs qui arrivaient de toute la France, hein, et qui venaient acheter les produits frais pour aller les revendre le lendemain chez eux. Et puis ça, les grandes surfaces, forcément, elles ont tout tué. Hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne comme camion. Quand on va à Château-Renard, je me rappelle l'année quand on y allait, c'était une forêt de camions, je dirais, c'était noir de camions. Hein, alors que maintenant, vous pouvez y aller. Les dernières années qu'on y allait, c'était calme. Hein. Bah, ça, c'est les grandes distributions qui a tout tué. Mais voilà, ce sont des époques. Hein, ça... C'est le début de la grande distribution qui va modifier complètement tout le paysage commercial français. Aujourd'hui, par exemple, 75 à 80% de la consommation se fait en grande distribution. Il ne faut jamais l'oublier. Donc ça va être le grand tournant à ce moment-là. Et effectivement, au début, les expéditeurs vont être associés, ils vont acheter sur place. Et puis la grande distribution, elle a besoin de produits sur des périodes beaucoup plus longues. Qui dit primeur dit quand même période courte. Or, les fraises, pour la grande distribution, il faut qu'elles commencent très tôt et qu'elles finissent très tard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir s'approvisionner ailleurs. Ça correspond à l'entrée de l'Espagne dans le marché commun aussi à ce moment-là. Et donc, du coup, l'expéditeur qui travaillait les produits locaux va être un peu coincé parce qu'il c'est plus son métier d'aller acheter en Espagne pour revendre, etc. Et donc on est là dans une mutation complète du rôle de ces expéditeurs. Et les petits c'est comme ça, hein, quand les gros maigrissent et les petits meurent, les petits expéditeurs vont disparaître parce qu'ils ne sont pas adaptés pour ça. Et les autres vont aussi progressivement se transformer pour certains qui vont devenir des plus gros expéditeurs pour pouvoir être partenaires des plateformes. Et puis un beau jour, la grande distribution va gérer elle-même ces plateformes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des acheteurs pour les grands groupes, les grands groupes de distribution qui vont directement acheter à travers l'Europe, hein, on va dire, y compris en Afrique du Nord, y compris en Afrique tout court, et puis à travers le monde. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des rayons fruits et légumes avec des produits qui viennent du monde entier, quoi. Alors on en pense qu'on en veut, mais n'empêche que ça a été une grande mutation. Et peut-être qu'on n'a pas tout à fait compris à temps qu'il y avait une mutation qui se passait, quoi. On était leader sur les haricots verts, mais les haricots verts, c'est comme ça, que ça plaise ou non, il y a des gens qui veulent en manger toute l'année. Et bien évidemment, nous, on ne pouvait pas les produire toute l'année, puisque on est saisonnier, et donc on n'était plus dans le coup, quoi. Et la grande distribution ne veut pas avoir en face d'elle
5 ou 6 personnes pour acheter leurs produits. Eux, ils veulent une personne pour acheter des haricots verts. De Provence, mais aussi éventuellement d'Afrique. Et donc, voilà, est-ce qu'il fallait créer des entreprises qui soient capables de vendre les produits provençaux et de vendre les produits africains, quoi. C'était ça le débat. Est-ce que dans cette affaire-là, on n'a pas laissé tomber la qualité Complètement. et on s'est dirigé surtout vers le profit. Hein, on est dans une autre logique, effectivement, exactement. complètement. Alors après, le balancier est en train de revenir, comme tu disais. Voilà, hein, le balancier revient parce qu'on se rend compte que finalement, ces produits, eh bien, on devrait manger des produits de saison. Maintenant, il va y avoir peut-être une restructuration au niveau de tous ces produits, puisqu'on parle du bio. Les agriculteurs sont en train maintenant, et ont commencé à travailler sur des produits bio, des produits de haute qualité. Voilà. Ce qui a nécessité là encore une transformation de ce type de marché. Aujourd'hui, tout s'est éteint parce qu'il y a les coopératives, on apporte directement aux coopératives, on ne sait plus le prix que l'on vend et c'est un mystère parce que quand on ne défend pas le prix de sa production, c'est un peu dommage. Parfois, on vous raconte qu'on va vers la qualité, on ne va pas du tout vers la qualité. On va... Enfin, si, il y a peut-être un petit retournement, mais enfin, on exagère parce que maintenant, après, c'est plus. On prend du bio, alors des abricots ou des fruits qui sont n'importe comment, tout absordu. Enfin, bon. Je trouve qu'on n'a pas. En France, c'est un peu surtout, c'est quoi? On n'a pas quelque chose d'assez linéaire. On va ou à gauche ou à droite. On ne sait pas faire. Je sais pas.